Salut à tous et bienvenue pour ce guide ultime de l'hypertrophie. Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, passionné de musculation depuis plus d'une vingtaine d'années et je partage les réponses à mes questions sur mes différents sites au sein d'articles, de vidéos et de podcasts. Si ces guides ultimes vous intéressent, étant donné le travail que cela demande et que vous souhaitez ne pas louper les prochains, je vous réserve une suite assez exceptionnelle, du moins je l'espère. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, à laisser un petit like et à vous abonner à ma newsletter. C'est le premier lien dans la description afin de ne pas louper les prochaines sorties. Promis, je ne vous harcèlerai pas de mails qui ne servent à rien, mais je vous préviendrai uniquement pour les grosses sorties qui peuvent vous intéresser. Alors aujourd'hui, pour commencer, sur l'hypertrophie, on va déjà essayer de donner une définition. C'est quoi l'hypertrophie? Parce que ça cache plein de choses. L'hypertrophie, par exemple, en préparation physique, c'est ce qu'on va appeler la force endurance. C'est les efforts qui sont compris entre 60 et 80%, en général où on fait entre 8 et 20 répétitions. Ça peut déjà vous choquer, ce 8 à 20 répétitions, mais on va y revenir progressivement quand on va parler des 3 facteurs de l'hypertrophie et de comment déterminer son nombre de répétitions par série. C'est également la prise de masse, c'est le changement de gabarit, c'est prendre des kilos sur la balance, c'est prendre du muscle, c'est la prise de muscle. L'hypertrophie, ça a souvent été aussi associé, notamment quand j'ai commencé la musculation au début des années 2000, c'était le bodybuilding. C'était un peu l'ère du bodybuilding, les années 90-2000, où quand on parlait de prise de muscle, c'était essentiellement les bodybuilders. C'était Ronnie Coleman, Kevin Levrone, Chris Cormier, Shawn Ray, pour ceux qui ont encore les refs, Jay Cutler, et avant lui, Lee Haney, Rich Gaspari, Dorian Yates, pour ceux qui ont les refs. Donc c'était vraiment ça la prise de muscle. Et c'est ainsi que pendant des années, on a associé l'entraînement de l'hypertrophie à l'entraînement de bodybuilding. Or, l'hypertrophie, ça peut aussi s'apparenter, comme je disais, en préparation physique, quand on veut peut-être changer de catégorie pour un sport à catégorie de poids. Ça peut être pour un entraînement de type PPG, pour se renforcer hors saison, qu'on pourrait apparenter à du renforcement musculaire, mais plus orienté hypertrophie. À ce sujet, je vous invite à aller voir le guide ultime du renforcement musculaire directement sur mon site rudykoya.com pour plus d'informations, pour voir les différences entre le renforcement musculaire et l'hypertrophie. Petit spoiler, ça tient en RPE, en renforcement musculaire, on force un peu moins. En hypertrophie, on va un peu plus loin dans la difficulté subjective. On en reparlera également quand on parlera de jusqu'où forcer, faut-il aller à l'échec? Une grande question. Mais en tout cas, voilà, l'hypertrophie, on l'apparente à la prise de muscle, à la prise de masse. Et à la base, c'était apparenté au bodybuilding, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Quand on parle d'hypertrophie, on peut distinguer plusieurs types. Au début des années 2000, et peut-être même encore maintenant, on différenciait l'hypertrophie des sarcomères de l'hypertrophie sarcoplasmique, la masse du volume. C'est une vidéo que j'avais fait il y a maintenant quelques années, et un article que j'avais fait également sur mon site superphysique.org, où je démystifiais tout ça par rapport en fait aux différents composants de la cellule musculaire. En effet, si on s'intéresse à la cellule musculaire, on peut s'apercevoir qu'il y a des éléments contractiles, ce qu'on appelle les sarcomères. Il y a des mitochondries, donc qui sont très à la mode dans le milieu de l'endurance depuis maintenant quelques années, qui sont, on va dire, les centrales nucléaires de nos cellules musculaires, qui sont amenées à reconstituer de l'ATP, à faire respirer nos cellules. Il y a les capillaires qui vont amener le sang avec l'oxygène pour aller justement dans ces mitochondries pour qu'elles puissent fonctionner. Et il y a nos réserves de glycogène qui sont plus ou moins élevées en fonction du type de fibre. La proportion de ces différents éléments, elle va varier en fonction du type de fibre. Quand c'est une fibre lente, je caricature parce qu'il y a plein de déclinaisons possibles de fibres musculaires. Quand c'est une fibre lente, elle a plus de facilité à avoir des mitochondries, à stocker du glycogène, à l'inverse d'une fibre rapide qui, elle, va avoir moins de mitochondries et plus, entre guillemets, d'éléments contractiles. Alors ça se joue à quelques pourcents près, c'est pas énorme. Et tous ces éléments, ils baignent dans ce qu'on appelle le sarcoplasme, donc une sorte de liquide intracellulaire. Et pendant longtemps, du moins c'est un argument qui était avancé dans les années 60-70 de la part des haltérophiles qui voulaient expliquer que la musculation à non-visée haltérophile ou force était de la gonflette. On nous disait c'est de la gonflette la musculation, le bodybuilding c'est de la gonflette, ils font des séries longues et c'est le liquide intracellulaire qui augmente sans forcément prendre d'éléments contractiles et donc c'est du muscle qui ne tient pas. En fait, on s'est aperçu que la taille du sarcoplasme, de l'enveloppe, était proportionnelle au développement des éléments contractiles. Autrement dit, on ne peut pas avoir plus de liquide sans plus d'éléments contractiles. En ce sens, l'hypertrophie des sarcomères et l'hypertrophie sarcoplasmique sont reliées. On ne peut pas plus viser l'un que l'autre.
Bien sûr, on peut accroître par des séries plus longues, des temps de récupération plus courts, sa capacité à stocker du glycogène, mais ça se joue à 1% près, allez, 2% peut-être. On peut avoir plus de mitochondries et plus de capillaires. C'est pareil, si on fait des séries très longues, si on s'habitue à faire plutôt des efforts d'endurance de force, qu'on qualifie en dessous de 60% de son maxi sur des séries relativement longues, donc plus de 20 répétitions, ou alors avec des temps de récupération très courts, si on n'aime pas trop faire des séries longues. On pourrait également parler d'hypertrophie vasculaire, d'hypertrophie mitochondriale. On pourrait vraiment aller très très loin dans ces différentes hypertrophies, mais au final, elles sont toutes assez reliées. Il y a un moment, on ne peut pas prendre du muscle sans développer aussi ces autres éléments. Et c'est une erreur que personnellement j'ai faite pendant des années, à savoir de ne faire que des séries très courtes et pas de séries longues, et donc de ne pas développer ces éléments non contractiles, les mitochondries, les capillaires. Or, si à un moment ma cellule est asphyxiée, parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène et que je ne peux pas l'utiliser, parce que je n'ai pas assez de mitochondries, je vais limiter ma progression. C'est pour ça que le classique 6, 10, 8, 12 répétitions, il n'est pas suffisant sur le moyen long terme. C'est quelque chose qui va limiter notre progression, et comme on le reverra un peu après, que la pratique du cardio peut énormément aider pour mieux progresser à terme. Parce que si je me concentre que sur les éléments contractiles, même si la taille du sarcoplasme est reliée à ça, et finalement ça ne va pas m'empêcher d'avoir des gros muscles pour la plupart, je vais être un peu handicapé par ces gros muscles qui ne vont pas être capables de fonctionner suffisamment longtemps, ce qui explique que certains congestionnent en montant les marches. On avait sur les forums Superphysique, il y a bien longtemps, des gars qui, quand ils se brossaient les dents, ils avaient les épaules qui congestionnaient. Voilà, ça, ce signe-là, c'est un signe qu'on a les éléments non contractiles qui ne sont pas suffisamment développés. Donc c'est pour ça qu'il faut, entre guillemets, j'aime pas dire il faut, mais travailler aussi bien ces éléments non contractiles que contractiles. Et ça va passer par des modalités différentes dont on va reparler ensuite. Si on ne fait que des séries longues en musculation, en fait, on va se priver aussi d'une progression sur les éléments contractiles. En effet, il y a certaines fibres musculaires qui, pour qu'elles soient vraiment sollicitées, travaillées, surchargées, ont un temps de soutien très très faible. Et donc, si je ne fais que des séries longues, je ne vais pas réussir à maximiser leur hypertrophie. Est-ce que ça va limiter ma progression à terme? Certainement. Est-ce que ça va m'empêcher de devenir musclé? On a tous déjà vu, alors c'est peut-être des exceptions, des personnes arriver à construire des physiques avec des séries très courtes et d'autres avec des séries très longues, sans passer jamais par cette généralité du 60 à 80%, du 8 à 20 répétitions. Pour faire grossir nos muscles de manière naturelle, et je tiens vraiment à le préciser parce qu'il y a une grosse différence, selon mon expérience, entre l'entraînement naturel sans produits dopants et l'entraînement avec produits dopants. C'est tout ce que j'ai décrit notamment via certaines études qui montrent qu'on prend plus de muscles en 6 semaines sans s'entraîner qu'en s'entraînant grâce aux produits dopants. Dans mon livre Le Guide de la musculation naturelle, qui est best-seller, et qui a, je crois, 435 commentaires sur Amazon. Merci à ceux qui ont laissé des commentaires et qui contribuent au succès de ce livre. Bref, pour faire grossir nos muscles de manière naturelle, il faut réunir ce qu'on appelle les 3 facteurs de l'hypertrophie. Bien sûr, c'est une simplification, c'est une caricature pour mieux assimiler, mieux intégrer les choses. Le premier de ces facteurs, c'est ce qu'on appelle la tension mécanique. C'est les poids qu'on va utiliser. Si on utilise des poids trop légers, qu'on ne soumet pas nos muscles à une certaine tension, à de plus en plus de tension, ils n'ont pas de raison de grossir. Le deuxième, il est à corréler au premier, c'est le temps sous tension, ce qu'on appelle le stress métabolique. C'est combien de temps je vais appliquer ce stress, cette tension, ce poids. Combien de temps? Or, on sait, d'après les études, que la bonne moyenne, qui peut être à débat, mais c'est une bonne moyenne, c'est entre 30 et 60 secondes par série. Ça ne signifie pas que lorsque je fais des séries de 15 à 20 secondes, je ne vais pas prendre de muscle, ou que quand je fais des séries de 1 minute 30 ou 2 minutes, je ne vais pas prendre de muscle. Ça signifie juste que, d'un point de vue général, alors à prendre avec des pincettes parce que c'est une moyenne, mais c'est un bon point pour démarrer, qu'entre 30 et 60 secondes, je suis presque sûr que les efforts que je vais faire vont me donner plus de muscles. Donc ne me dites pas que ceux qui font du power n'ont pas de muscles, que ceux qui font des sports un peu plus longs n'ont pas de muscles. C'est pas ce que je dis, il y a toujours des exceptions, mais qu'en général, pour la majorité d'entre nous, il faut ce 30 à 60 secondes, ce qui va impliquer des poids qui sont un peu moins lourds. On y revient entre 60 et 80% de son maxi en moyenne. Le tout doit être collé au troisième facteur, qui est la progression. C'est un facteur qui est complètement oublié, à savoir que je dois progresser soit en termes de répétition, si je me fixe une fourchette de répétition, soit en termes de charge. Si je fais toute l'année 10 à 60 kg de développé couché, mais qu'à chaque séance, je me dis « Ah, mais je me suis bien donné, j'ai bien progressé, tout ça », comme ça m'est arrivé pendant une bonne année, quand je suis arrivé en salle de musculation de 16 à 17 ans, où en fait, je me concentrais vraiment sur les sensations, sur le fait d'épuiser les muscles, tout ça, et où j'ai pas du tout progressé, j'ai rien passé, d'un point de vue musculaire, d'un point de vue performance, il s'est rien passé, on ne va pas évoluer physiquement. Donc c'est vraiment à mettre en relation avec la progression.
Et comme on le verra après, celle-ci, elle ne va pas tomber du ciel. Il va falloir avoir une méthode, une méthodologie, ce que j'appelle les cycles de progression, pour que ça se mette en place. Si j'attends que ça tombe du ciel, ben pour la plupart d'entre nous, qui ne sommes pas spécialement doués, il ne va rien se passer. Il va rien se passer. Je vais faire mes 10 fois 60, et comme vous le savez sans doute, ben en fait, ça ne devient jamais facile. Si on ne force pas sa progression, elle ne devient jamais facile. Et donc, 10 à 60 kg, dans l'exemple, sera toujours difficile. C'est pourquoi c'est vraiment ces 3 facteurs mis ensemble qui vont nous permettre, avec un poids qui nous permet de faire des séries entre 30 et 60 secondes et de progresser régulièrement, qui va nous amener à terme sur plus de muscles, plus d'hypertrophie. C'est aussi important, et ça permet de reconsidérer les choses, c'est que ce n'est pas une séance qui va changer la donne. C'est l'accumulation de séances qui fait que je vais prendre du muscle. C'est une vision moyen terme et long terme. Quand on voit des programmes à la con sur 6 semaines, 8 semaines, 12 semaines, comme c'était déjà le cas dans les magazines de mon époque, au début des années 2000, les muscles and fitness, les flex, les body fitness, avec leurs 4,5 kg de prise de muscle en 6 semaines, ben en fait, aujourd'hui, on le retrouve sur YouTube, sur Instagram, dans des programmes d'escrocs, on va dire ça comme ça. Ça, c'est du vent. Tous les progrès se font sur moyen et long terme, et c'est pour ça que j'avais créé en 2009 le site superphysique.org avec la team Superphysique pour montrer ce qu'il était possible de faire naturellement avec en moyenne 10 ans d'entraînement. Vous savez, c'est un peu la fameuse règle de Malcolm Gladwell dans son livre The Outliers, à savoir la fameuse règle des 10 000 heures qui peut être un peu à débat, mais qui globalement s'applique assez bien quand on pratique une activité suffisamment longtemps et avec méthodologie, avec méthode, on va progresser et atteindre un très bon niveau avec les années. Or, sur le court terme, si on réfléchit à la séance, il y a peu de chances que ça passe. Et c'est pour ça que ce dernier facteur de la progression, il est très important à avoir en tête parce qu'il va nous permettre de vraiment impliquer séance par séance et non pas de se dire « je force comme un fou et puis je vais prendre du muscle » et à la prochaine séance d'arriver et en fait soit de faire moins bien, soit d'être crevé et finalement de stagner, de ne pas avoir d'amélioration. Or, la prise de muscle naturelle passe pour une grande partie d'entre nous qui ne sommes pas champions par l'amélioration de nos performances en série moyenne. En ce sens, les facteurs comme la sensation de brûlure, la congestion sont des feedbacks de ce qu'on fait. Ce ne sont pas les principaux facteurs de la prise de muscle. Bien sûr, si je suis en train de faire les pecs, entre guillemets en théorie, et que c'est les épaules qui congestionnent, je gonfle surtout des épaules, en fait, je suis surtout en train de faire les épaules. Comme on en reparlera après sur comment choisir les meilleurs exercices par rapport à soi, la congestion, la sensation de brûlure sont des signaux que ce qu'on est en train de faire cible bien ce qu'on veut développer. Si ça brûle ailleurs que le bon muscle, en fait, ça va pas. Mais se concentrer, à l'inverse, uniquement sur ces sensations, la congestion, la brûlure, sans ce facteur de progression, sans cette généralité de temps sous tension et de tension mécanique qui va avec, en fait, ne va pas amener autant de progrès pour la majorité d'entre nous. Maintenant, parlons du choix des exercices. Quels sont les meilleurs exercices? Il y a toujours eu de nombreux débats et j'en ai encore vu un hier sur les forums Superphysique, www.superphysique.org, puis forum pour ceux qui veulent aller voir, sur quel est le meilleur exercice pour les biceps. En fait, le meilleur exercice pour développer ses muscles, pour chaque muscle, dépend de nombreux facteurs. Le premier déjà, c'est quelle est ma morpho-anatomie? Quelles sont mes longueurs osseuses et musculaires? Quelles sont mes préférences musculaires? Qu'est-ce que je vais utiliser prioritairement quand je fais par exemple un développé couché? Avec une bonne technique, ça s'entend, avec les omoplates rétractées, une bonne prise, une mise en tension. Je ne reviens pas là-dessus parce que ce n'est pas une vidéo sur la technique du développé couché. Mais qu'est-ce qui va se passer? Or, mes longueurs osseuses, mes leviers osseux, la longueur de ceux-ci, et mes longueurs musculaires vont influencer mes préférences musculaires, ce qui va se passer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça va mettre en relation avec mes capacités de mouvement, ma mobilité. Qu'est-ce que je suis capable de faire comme mouvement? Il y a de plus en plus de personnes, malheureusement, par rapport à nos habitudes de vie sédentaires, qui ont les épaules très en avant et qui ont du mal à toucher les pectoraux développés couchés. Et je vois malheureusement des excuses du style « c'est ma morpho-anatomie qui m'empêche d'aller toucher les pectoraux avec la barre au développé couché ». Alors, je parle de développé couché parce que beaucoup en font, mais c'est pareil pour ceux qui disent j'ai du mal à tendre le bras quand je fais les curls, j'ai du mal à descendre au squat, etc. Ça, c'est les capacités de mouvement. C'est d'une part ma capacité à me laisser étirer, ma souplesse. Est-ce que je suis assez souple? Et comme on est en plus le reflet de nos habitudes, de ce qu'on fait la plupart du temps, si on est tout le temps assis en position recroquevillée, les épaules devant comme ça, on perd beaucoup en capacité de mouvement, en souplesse. Et d'autre part, ma capacité à y aller activement. Est-ce que j'ai la force suffisante? Parce que la force, on pourrait l'apparenter au langage des cellules. On y reviendra dans le guide ultime de la rééducation et de la mobilité. Mais si j'ai pas la force non plus, je ne peux pas y aller. Et finalement, notre corps nous laisse moins aller dans certaines amplitudes.
de ce que j'ai vu et de mon expérience, après avoir coaché des milliers de personnes depuis 2006, et à vous revoir le tout premier site de coaching à distance, donc sur rudykoya.com, tout le monde doit pouvoir toucher les pectoraux en bas de développé couché sans douleur, sans sentir que ça le tiraille à fond. C'est pas normal. C'est pas une histoire de morpho-anatomie. Là, c'est vraiment une histoire de manque de souplesse, de manque de capacité de mouvement. Enfin, il y a un troisième point, c'est à quel point je suis renforcé. Dans quel état sont mes tissus conjonctifs? On en parlait dans le précédent guide ultime, le guide ultime du tendon, que j'ai publié sur la chaîne avec Valentin. C'est est-ce que mes tissus conjonctifs, mes tendons sont suffisamment renforcés? Ont-ils une qualité suffisante, des capacités suffisantes pour me laisser aller faire le mouvement et le sentir dans les muscles et non pas dans mes articulations? Or ça, pareil, c'est quelque chose qu'on peut négliger. On n'est évidemment pas tous égaux. Si on regarde la morpho-anatomie, les capacités de mouvement ou même le renforcement des tissus conjonctifs, il y a une grosse part de génétique à la base. Je le vois pareil dans les coachings premium que je peux faire à Annecy, où je vous analyse de A à Z les capacités de mouvement articulaires, la morpho-anatomie, vos préférences musculaires, tout ça. Il y a des énormes différences qui ne s'expliquent pas vraiment, en dehors d'un coup de chance de vos gènes, on va dire, que je ne peux pas voir avant de vous mobiliser. Mais il n'empêche qu'il y a des grosses différences et que parfois, normalement, la théorie veut que sur les tendons, si on ne fait jamais d'isométrie sur nos tissus, au bout d'un moment, leur qualité se dégrade et donc notre capacité se dégrade. Entretenir la capacité, c'est beaucoup plus facile. Ça se fait facilement, ça se fait sans trop y penser, si on s'applique bien sur ces mouvements, si on les fait correctement, notamment pour des efforts de musculation. Si on veut faire d'autres types de mouvements comme des sprints ou autres, il y a des capacités à développer en plus. Mais sur la qualité des tissus, il y a au moins de l'isométrie à faire. Tout ça pour dire que le meilleur exercice, en fait, il n'y a pas une réponse universelle. D'autant plus que on a eu l'habitude de classer les exercices en disant l'exercice qui exploite la relation tension-longueur, l'exercice polyarticulaire, l'exercice d'isolation, et à caricaturer en disant il faut toujours commencer par l'exercice polyarticulaire. C'est les plus efficaces. Je ne veux pas aller trop loin dans les détails, mais l'exercice de base et l'exercice polyarticulaire, c'est pas tout à fait la même chose. Les exercices de base vont exploiter la relation tension-longueur et il y en a très peu. Il y en a très très peu. S'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à le dire dans la partie commentaire. Je préciserai avec plaisir, mais comme la vidéo est une énorme vulgarisation pour permettre à tout à chacun de s'y retrouver, même s'il débute la musculation, il n'empêche que on nous a dit, dans l'ordre d'exercice, commence par l'exercice polyarticulaire. Or, la prise de muscle, l'hypertrophie, ne se fait que sur des exercices qui isolent majoritairement les muscles qu'on souhaite développer. Vous le savez, quand on fait un exercice composé, il y a plein de muscles qui participent. Plein. Par exemple, je reprends le développé couché, allez, c'est facile. J'ai l'avant des épaules, j'ai les triceps, j'ai les pecs, j'ai même les biceps, j'ai le grand dorsal. J'ai plein de muscles. Et l'effort va se répartir différemment en fonction de tout ce qu'on vient d'énoncer, à différents pourcentages sur différents muscles. Par exemple, quand je fais du développé couché, on peut voir, moi, ça me fait les pecs. On voit, ça fait les pecs. Voilà. Il y en a d'autres, ça va faire les épaules, d'autres, ça va faire les triceps. Et c'est pour ça qu'en fait, tout revient à une histoire d'isolation. C'est ce que je vous expliquais déjà dans Le Monde du Muscle, donc un Défunt Magazine, où j'avais été interviewé par Gilbert Girard en 2007, pour vous dire, après ma saison de bodybuilding en junior, j'ai même oublié le nom de la fédération. Bref, il y avait tellement d'associations, fédérations aujourd'hui, je ne sais pas où ça en est. Et où j'expliquais, la musculation, l'hypertrophie, c'est isolé. Donc une fois que j'ai trouvé un exercice qui va isoler, par rapport à un autre, il est plus efficace. Bien sûr, là-dedans, on peut aussi différencier des exercices qui vont étirer, des exercices qui raccourcissent. C'est un peu le débat qui est actuel. Faut-il faire des exercices qui étirent à forte tension d'étirement ou à forte tension de contraction, de raccourcissement? Ça va dépendre de ce qu'on a dit précédemment. Quelle est la longueur de mes muscles par rapport à mes leviers osseux? Est-ce que j'ai plus de tendons ou plus de muscles? Ce qui va impliquer un étirement plus ou moins important pour solliciter mes muscles et non pas mes tissus conjonctifs. CF, la relation tension-longueur. Quelles sont mes capacités de mouvement en rapport? Quel est mon renforcement tendineux? Et ensuite, je vais pouvoir déterminer, est-ce que je peux faire du curl incliné, ou est-ce que je fais du curl au pupitre, ou est-ce que je fais du curl marteau? Bref, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense au début. Il n'y a pas une réponse, même si je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient une réponse. Et c'est pour ça que quand on a accès à soit des bonnes connaissances, si ça nous intéresse, on est passionné, ou un bon coach, on gagne un temps fou sur la sélection des exercices par rapport à soi, et ça nous évite de faire fausse route avec des exercices qui ne nous correspondent pas et des programmes un peu bidons, du style pour tout le monde, 3 x 10 développé couché, incliné et 3 séries d'écartés, qui peut convenir à certaines personnes, quand à d'autres, en fait, ça va surtout faire les épaules et les triceps et pas du tout les pecs. Or, c'est une histoire d'isolation, l'hypertrophie, le bon choix des exercices qui vont solliciter majoritairement les muscles qu'on souhaite développer. Et s'ils sont assistés par d'autres qui ne nous gênent pas trop, c'est tant mieux. Mais s'ils nous gênent, comme on va en reparler après sur le nombre de répétitions, là, il y a un petit problème et il va falloir adapter sa fourchette de répétition. Quand on débute la musculation, on cherche souvent des raccourcis, des hacks, les meilleurs exercices pour soi. Et on se dit, il faut absolument que je les fasse, c'est le plus important, tout ça. Il n'empêche qu'au début, normalement, vu les charges qu'on va utiliser,
vu l'intensité qu'on va être capable de mettre, qui va être un peu minorée forcément, parce que c'est un apprentissage de réduire son déficit de force, d'apprendre à forcer, les risques sont quand même très minorés, sont quand même très réduits. En ce sens, l'entraînement, c'est une personnalisation progressive de ce qu'on fait. C'est semaine 1, je fais ça, et puis semaine 12, ça a un peu évolué, semaine 24, ça a un peu évolué. Je fais exprès de prendre des temps assez longs, mais des fois c'est un peu plus long que ça pour avoir des changements et modifier son entraînement. Mais on peut tout de suite voir ce qu'il en est. Alors si vous débutez complètement, comme on a encore du mal à voir les longueurs musculaires, on peut voir que les longueurs osseuses, c'est un peu compliqué de tout de suite adapter l'entraînement par rapport à sa morphoanatomie ou ses capacités de mouvement. Mais on peut quand même avoir une idée précise de ce qui se passe au début, mais j'invite quand même à pas trop se compliquer les premiers temps, sans quoi en fait on peut être expert en théorie et puis jamais progresser, c'est ce que disait Jean Texier dans les bouquins. Je me souviens dans le tome 9 du guide pratique du bodybuilding où il disait « Je connais beaucoup d'intellectuels de la musculation qui ont 32 de tours de bras et beaucoup de non-intellectuels qui aiment s'entraîner et qui ont 42. » Donc il résumait assez bien les choses comme ça. Avant de parler plus précisément du programme en lui-même, du nombre de séries, de répétitions, de comment forcer des temps de récupération, etc., on va maintenant parler de combien de jours par semaine s'entraîner. En effet, quand on est très jeune, et ça me fait penser à moi à mes débuts, on a envie de s'entraîner tout le temps. On pense que plus on va en faire, plus on va progresser, et on voit dans les magazines des programmes à 6 jours par semaine, on s'imagine que pour être musclé, et je pense qu'il y en a déjà pas mal qui ont été confrontés à ça, on dit mais comment vous faites pour être aussi musclé, pour être aussi fort, vous entraînez au moins 2 fois par jour, tous les jours. On s'imagine pas que la musculation déjà c'est une activité très rentable. Que si on fait les bons efforts, ce que j'espère vous aider à faire avec ce guide ultime de l'hypertrophie, en fait, en 3-4 séances par semaine, on peut atteindre déjà un très très bon physique. C'est sûr que quand on est jeune, on a des capacités de récupération, notamment qui sont dépendantes de nos antécédents sportifs, qu'est-ce qu'on a fait quand on était enfant, adolescent, comment sont nos parents, quels gènes nous ont-ils transmis aussi. Il n'y a pas qu'une histoire de travail, il y a aussi une sorte d'injustice. On ne choisit pas ses parents si on parle que du côté sportif. Bref. Et d'expérience, avoir coaché plein de personnes, ce que je me suis rendu compte, c'est que une fréquence d'entraînement par semaine entre 3 et 4 séances était un peu l'idéal. En fait, il faut bien avoir en tête que pour la plupart d'entre nous, la plupart d'entre vous, regardez cette vidéo, la musculation, c'est pas ce qui vous fait vivre. Si vous avez 41 de tours de bras au lieu de 40, ça va pas changer votre vie. Vous n'aurez pas plus confiance en vous. Que si vous vous entraînez une 5e séance et que c'est au détriment d'une sortie avec vos amis et que vous vous coupez du monde, ça va pas aller vers une vie plus heureuse. On le sait, une vie heureuse, c'est une sorte d'équilibre à trouver, propre à chacun, mais c'est pas dans l'isolement. C'est pour ça que quand des gens me contactent et qu'ils veulent s'entraîner 5-6 fois par semaine pour prendre du muscle, en amont, je regarde bien quelle est leur vie, quelles sont leurs contraintes, quel est leur travail, quel est leur temps de trajet, est-ce qu'ils ont une vie de famille, est-ce qu'ils ont des enfants, est-ce qu'ils ont d'autres passions. Parce que plus on va aller dans une passion, ça va être au détriment des autres. On ne peut pas tout faire, il faut prioriser. Et c'est pour ça qu'avec le recul, finalement, j'en suis arrivé à cette conclusion de 3 à 4 séances par semaine. Maintenant, on ne va pas les répartir de la même façon en fonction de son niveau. Si on débute, le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle le full body. Le full body, c'est entraîner tout son corps à la fois. En général, on prend un exercice par groupe musculaire. Et c'est intéressant parce que le full body va nous permettre de répéter plusieurs fois par semaine la même séance. En général, c'est 3 fois. On peut faire 4, on peut faire 2. Encore une fois, je généralise volontairement pour la vidéo, vu que je n'ai pas de contexte et ce n'est pas que pour une personne en particulier. Il n'y a pas de personnalisation. Et ça, cette fréquence va nous permettre d'apprendre plus facilement les exercices. On parle d'apprentissage moteur, on parle de coordination intra- et intermusculaire, à coordonner nos fibres entre elles, nos muscles entre eux. C'est ce qui fait que, par exemple, au début, je tremble quand je fais un mouvement, je suis obligé d'y réfléchir, et qu'ensuite, j'ai plus besoin d'y réfléchir. Ensuite, ça se fait de manière automatique. Ça ne devient jamais un réflexe, parce qu'un réflexe, c'est inconscient, j'ai aucun contrôle dessus, mais ça devient automatique. Puis, progressivement, je vais augmenter l'intensité, je vais réussir à forcer de plus en plus, et je vais sentir que j'ai cette envie d'en faire un peu plus par groupe musculaire. À ce moment-là, je vais passer en half body. Le plus classique, c'est de diviser son entraînement en haut et bas du corps. On peut faire des adaptations, notamment pour ceux qui n'aiment pas trop faire le bas, en mettant un peu de haut avec la séance de bas, par exemple les bras ou les épaules. Et à l'inverse, pour ceux qui préfèrent faire le bas, mettre un peu de bas avec la séance haut. Pour faire une généralité, c'est souvent les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, même si il peut y avoir des exceptions. Donc ça va nous permettre de diminuer un peu la fréquence d'entraînement et d'en augmenter l'intensité. Plus je vais forcer, moins je peux en faire souvent. En même temps, je vais pouvoir augmenter le volume parce que c'est rare qu'un seul exercice suffise pour un groupe musculaire. Entre les notions de muscle à angle, la compartimentation musculaire, vos longueurs osseuses et musculaires qui vont impliquer plus ou moins d'exercices,
En fait, c'est très très rare qu'un seul exercice suffise. En général, il faut toujours adapter par rapport à est-ce que c'est un muscle à angle, est-ce que j'ai des segments courts, est-ce que j'ai le muscle long. Et donc en fait, c'est très très rare qu'un seul exercice suffise. Et donc on est obligé d'en faire plusieurs. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec un half body pour ne pas que les séances durent trop longtemps par rapport à un half body, un full body, pardon, où je serais obligé de faire des séances de peut-être 1h30, 2h, 2h30, 3h. Or, moi, ça m'est déjà arrivé. Là, on peut rien faire d'autre à côté. On peut rien faire d'autre à côté. Et c'est pas le but. Et c'est pas comme ça qu'on progresse le mieux sur le moyen et long terme parce que c'est intenable sur le moyen et long terme. Le half body, c'est un entraînement qui va convenir à beaucoup de personnes. Par exemple, si vous partez en vacances, vous êtes souvent en déplacement, si vous sautez une séance, ça va bien se passer. Vous allez revenir, ni vu ni connu, vous n'aurez pas de perte, comme j'en parlerai dans le guide ultime de la rééducation, où, en fonction d'une durée, on peut vite perdre en tissu, en qualité de conjonctive, on peut vite perdre en muscle, on peut vite perdre en conditionnement nerveux, etc. Maintenant, c'est pas la plus efficace pour la prise de muscle. Pour la prise de muscle, et notamment avec les années qui passent, avec des facultés de récupération qui diminuent de manière générale, comme le disait déjà Jean Texier, mieux vaut en faire moins que trop. Et c'est en ce sens que le split est l'entraînement que je recommande d'expérience, pour avoir coaché encore une fois des milliers de personnes, à la majorité des gens, où on va travailler de manière directe ces groupes musculaires une fois par semaine, et de manière indirecte, souvent 2-3 fois. Si j'entraîne 3 fois par semaine et que je fais par exemple un pec, épaule, biceps, je fais un bas du corps et je fais un dos, épaule, triceps, en fait mes triceps sont travaillés de manière spécifique en jour 3, mais en jour 1, ils sont travaillés avec l'exercice de développer pour les pecs. Les biceps, on travaille le lundi, mais aussi avec le dos le vendredi. Donc en fait, il y a une fréquence de sollicitation qui est bien plus importante qu'une fois par semaine. Et de ce que j'ai pu voir au fil des années, encore une fois par rapport à mon expérience, l'empirisme, c'est ce qui fonctionne le mieux pour la majorité des gens. On diminue progressivement la fréquence d'entraînement pour aller vers une intensité et un volume plus important. Bien sûr, je parle uniquement d'une optique d'hypertrophie. Pour la force, c'est complètement différent. Et j'en parlais dans le guide ultime de la force, encore une fois, sur mon site rudicoya.com. On ne vise pas du tout les mêmes adaptations. D'un côté, on vise des adaptations nerveuses, de coordination, de fréquence d'impulsion, de synchronisation. Là, on vise vraiment des adaptations musculaires. Et pour ce fait, on a besoin que nos muscles restent sensibles à l'effort. Or, plus je mets de la fréquence, moins mes muscles sont sensibles et moins il va y avoir, entre guillemets, d'adaptation suite aux efforts que je fais. Et c'est pour ça qu'une moindre fréquence, avec un volume et une intensité plus importante, va me permettre de rester sensible et de continuer à faire grossir mes muscles, au moins jusqu'à un certain point. Alors bien sûr, on pourrait dire, je m'entraîne 3 fois par semaine, c'est pas suffisant, j'ai pas le temps de faire tous les muscles de manière intense, et c'est vrai. Mais la vie, c'est aussi faire des choix, c'est mettre en place des priorités. Rien n'empêche pendant un moment de mettre en priorité les pecs au détriment des épaules, et puis à un moment de changer. L'entraînement, c'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui est amené à évoluer, comme je disais, à être personnalisé. Et en ce sens, 3 fois, c'est un bon équilibre. 4, c'est souvent mieux, mais il faut avoir le temps. Il ne faut pas se dire je vais en faire 4 et sauter sans arrêt une séance. Là, c'est pas fou. Et après, 5 et 6, souvent, c'est ce qu'on verra après. Je vais plutôt conseiller l'ajout d'activités cardio pour travailler justement les éléments non contractiles de nos cellules musculaires pour avoir une meilleure condition physique générale, mais aussi locale, et donc une meilleure progression à terme. Sinon, par période, ça peut s'envisager, mais encore une fois, de ce que j'ai pu voir ces 20 dernières années, ça ne nous fait pas progresser plus rapidement d'en faire à chaque fois plus. La bonne moyenne, ça reste toujours ces 3 à 4 fois par semaine, avec comme finalité le split. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, comment progresser. Comme je vous l'ai dit précédemment, il faut une méthode, une méthodologie. C'est ce que j'ai mis des années à développer sous l'appellation des cycles de progression, qui a été reprise dans l'application SP Training, qui est disponible sur l'App Store et le Play Store, qui vous dit quoi faire à chaque séance. En effet, je ne peux pas prendre du muscle naturellement si je ne progresse pas. Et si je ne progresse pas avec les bonnes métriques, les bons paramètres, les bonnes datas. On va commencer par le nombre de répétitions. En introduction, je parlais de 60 à 80% de son maxi, entre 8 et 20 répétitions. En effet, il faut savoir que le temps sous tension, qui doit être situé entre 30 et 60 secondes en moyenne, va impliquer des séries plus longues que courtes. Ça peut sembler vraiment contre-productif ou à contre-courant, mais c'est le cas. Et en fonction des exercices, je ne vais pas utiliser la même fourchette de répétition. En effet, sur les exercices, il y a ce qu'on appelle des facteurs secondaires, des facteurs limitants. Quand je fais normalement, je reprends les développés couchés, on va prendre des tractions pour changer. Quand je fais des tractions, au bout d'un certain nombre de répétitions, il est fort probable que ce qui me limite, ce ne soit plus mes muscles dorsaux, mes muscles trapèzes, mon grand rond, mais mes muscles des avant-bras ou mes biceps.
que ceux-ci congestionnent exagérément. Comme on le disait précédemment, la congestion, c'est un feedback de ce qui se passe. C'est qu'est-ce qui travaille le plus. Or, moi, ce que je veux, quand je fais mes exercices, c'est avant tout solliciter les muscles que je souhaite développer, les isoler au mieux des facteurs secondaires. C'est pour ça que sur l'exercice polyarticulaire, de base, on va plutôt privilégier une fourchette de répétition un peu plus courte, autour de ces 30 secondes, donc c'est-à-dire entre 25 et 35 secondes pour donner une fourchette. Mais par contre, sur l'exercice d'isolation, où il n'y a pas de facteur secondaire, de facteur limitant, je vais aller un peu plus loin. Je vais aller un peu plus loin et ne pas hésiter à monter jusqu'à 20 répétitions. Un truc qui marche à tous les coups et que j'aime bien caricaturer, c'est de dire si tu fais 4 x 20 au curl incliné, en dehors de tout ce qu'on a vu précédemment, hein, qui sont adaptés voilà, sur le choix de l'exercice déjà, bah, si tu fais 4 x 20 au curl incliné et que tu ne prends pas de biceps, il y a peu de chances qu'un jour tu prennes facilement des biceps ou que tu prennes des biceps. C'est pareil à la presse à cuisse, comme il n'y a pas le facteur secondaire de la respiration, de l'écrasement de la barre, des muscles, des érecteurs du rachis, de l'équilibre, de la technique. En fait, tu fais 4 x 20 à la presse à cuisse et normalement, tu prends des cuisses. Ça peut sembler à contre-courant, mais c'est ce qui m'a valu pour beaucoup de me connaître grâce à mes articles, notamment sur les séries longues pour prendre du muscle, sur mon site rudicoya.com, à l'inverse des séries courtes pour prendre du muscle, qui sont très recommandées. C'est d'ailleurs ce qu'on recommandait quand j'ai passé mon diplôme en 2005, un B2ES à Cumez, où on nous expliquait que le mieux, c'était de faire des séries de 6 à 10 répétitions, et si on en faisait plus, bah, ça n'allait pas. C'était pas ce qu'il fallait faire, c'était pas, on va dire, le plus efficace pour prendre du muscle. Or, mon expérience m'a démontré tout l'inverse, notamment grâce à cette compréhension des facteurs secondaires et limitants. Par rapport à ça, on en vient à la vitesse d'exécution des répétitions. Il faut apprendre à marcher avant de courir, avant de sprinter. Ainsi, en fonction de mon niveau, si je débute la musculation, j'ai tout intérêt à contrôler vraiment fortement mes exercices, à imposer ce qu'on appelle un tempo. Vraiment, parce que si je mets de la vitesse, si j'essaie de courir alors que je ne sais pas marcher, bah, je ne peux pas courir. Je vais faire n'importe quoi. Je vais courir comme Ato Boldon, pour ceux qui ont la ref. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est tenable à terme. C'est pourquoi, au début, quand je débute, apprendre la bonne exécution de l'exercice de manière lente, c'est comme ça que je l'apprends le mieux. Puis, à mesure que je progresse, je vais pouvoir accélérer, notamment sur la phase positive. Toutefois, il ne s'agit pas d'être le plus explosif possible et d'être là et de faire ça. Ça n'a aucun sens. On en revient à ce qu'on disait. L'hypertrophie, l'entraînement pour prendre du muscle, c'est choisir des exercices qui vont solliciter nos muscles. Or, si je mets trop de vitesse, en fait, je perds une partie du temps sous tension durant la série, qui est déjà très 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 court si on se contente de séries courtes. Je vais faire un exemple. Si vous faites une série de 10 répétitions et que vous la faites de manière classique, vous allez vous rendre compte qu'elle dure souvent moins de 30 secondes. Elle dure souvent, allez, si je suis sympa, autour de 25 secondes. C'est pas très grave, parce que c'est une fourchette, c'est une moyenne, donc ça va bien aller aussi. Mais si vous faites une série de 6, allez, si chaque répétition dure 3 secondes, ce qui est rarement le cas, parce qu'en général, on va vouloir exploser, on met lourd, il y a l'ego qui rentre en jeu, tout ça, c'est une série qui va durer moins de 15 secondes. Et c'est là qu'on comprend que, d'un point de vue hypertrophie, ça a beaucoup moins de sens. Toutefois, ça n'empêche pas que, comme mon expérience me l'a démontré, il y a des moments, des séries, des périodes où il ne faut pas hésiter à tricher un peu, à aller un peu plus vite sur l'exécution pour passer des paliers. Il y a la base, et une fois qu'on a exploré bien la base, ne pas hésiter ensuite à sortir de la base, à explorer des choses qu'on n'a jamais faites, parce que le meilleur stimuli, comme le dit Alex Hutchinson dans Endurance, à un moment, c'est celui qu'on n'a jamais fait. Mais ça ne concerne qu'une minorité de personnes. Ça ne concerne pas la majorité d'entre vous. Ça ne me concerne pas à chaque séance non plus. Et ça concerne vraiment une très très petite minorité. C'est pour ça que la vitesse d'exécution, en fait, c'est au bout d'un moment, une fois qu'on a passé ce stade débutant, c'est aller le plus vite possible, mais en restant, on va dire, en utilisant toujours ses muscles sans perdre de tension. Et finalement, ça veut dire que ce n'est pas le plus rapide qu'on peut, c'est le plus rapide avec ses muscles. D'ailleurs, c'est une énorme différence entre l'entraînement pour les points faibles et les points forts, c'est que pour un point faible, souvent, on est obligé de ralentir son exécution. Parce que sinon, la théorie veut que sur les muscles points faibles, ceux qui ont du mal à se développer, qui sont courts, qui n'ont pas les bons leviers, qui sont à côté des muscles agonistes qui sont vraiment très longs, où on n'a pas des bonnes capacités de mouvement, quand on n'a pas d'extension de hanche et on veut développer ses fessiers, et en fait, on ne peut pas si on n'a pas d'extension de hanche. Finalement, on est obligé de ralentir l'exécution pour aller vers ces muscles-là qui, comme ils n'ont pas été très développés, très sollicités, en fait, sont un peu amnésiques. Alors qu'un point fort, souvent, ou un muscle qu'on a l'habitude de solliciter, qu'on a toujours sollicité, on arrive à exploser. Comme je l'ai expliqué, il ne s'agit pas de sauter avec la barre, faire des tractions claquées. Ça n'a rien à voir et ça a plus d'objectifs de performance,
d'explosivité, de puissance, qui peuvent se discuter, même si c'est un débat. Mais en tout cas, la vitesse d'exécution est à réguler en fonction de son niveau et en fonction des différents muscles. C'est pour ça qu'il n'y a non plus pas de vitesse particulière que je puisse vous donner. On en vient maintenant au volume d'entraînement, c'est-à-dire le nombre de séries que je vais faire par muscle. J'ai établi dans mon article le volume d'entraînement optimal, une sorte de moyenne que j'ai reprise dans le guide de la musculation naturelle, qui est en général de faire entre 6 et 10 séries par groupe musculaire une fois qu'on a passé ce stade débutant et qu'on est en half body ou en split. C'est une bonne moyenne qui montre des résultats chez la majorité des gens. Malheureusement, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que moins on était doué et plus le volume d'entraînement avait une importance à intensité égale ou presque dans le fait d'avoir des résultats. Moins on est doué et plus il faut que j'en fasse. C'est assez facile à comprendre. Dans tous les domaines, c'est un peu ça. Quand on est doué, ça vient tout seul. Sinon, il faut forcer un peu plus sa nature. À partir de là, on peut se poser la question de ce nombre de séries. Certains vont dire, si je fais 6 séries, c'était un peu la théorie d'Arthur Jones et de Mike Menzer dans les années 1970, qui disait, non, mais si tu fais une série à fond, ça sert à rien d'en faire une deuxième, t'as déjà tout donné. En fait, il faut mettre effectivement l'intensité en regard de tout ça. Autrement dit, faut-il aller à l'échec? C'est une question que je posais énormément à Michael Gundil quand j'avais 16-17 ans, quand c'était mon mentor, et à laquelle il n'y avait pas vraiment de réponse. En fait, on s'est aperçu que l'échec musculaire, ça n'existait pas. L'échec, si on se réfère aux théories de Tim Noakes, sur le gouverneur central, ou de Guillaume Millet, plus dans les sports d'endurance, les sports d'ultra-endurance avec la théorie de la chasse d'eau, qu'en fait, tout est régulé nerveusement, que ce soit via des efférences ou via des afférences. Ce qui va vers notre système nerveux, ou de notre système nerveux vers nos muscles. Tout est régulé par ça. En fait, il faut voir notre corps quand on a un ensemble de récepteurs. On a des récepteurs à tout. Dans nos muscles, on a les fuseaux neuromusculaires, sensibles à la vitesse et à l'étirement. On a les organes tendineux de Golgi, qui sont dans les tissus conjonctifs, les tendons, dans les aponevroses au sein des muscles. On a les récepteurs de Pacini et Ruffini, qui sont sur les capsules articulaires, qui sont également des récepteurs pour la vue sensorielle, visuelle. On a l'oreille interne, on a des récepteurs à la pression, on a des récepteurs à la chaleur, on a des récepteurs à tout. Tout le corps est régulé par des récepteurs qui sont plus ou moins denses, en nombre, ou plus ou moins, on va dire, efficaces, s'activent facilement. J'ai oublié le terme pour cette vidéo, mais c'est pas grave, tout est dans l'article associé à cette vidéo. Bref, et donc on s'est rendu compte que finalement, il y avait plein d'inhibitions qui étaient mises en place par tous ces récepteurs pour nous empêcher d'aller très loin dans l'effort. Et que quand j'arrivais en fin de série, en ayant l'impression d'avoir forcé à fond, j'étais très loin d'avoir exploité toutes mes capacités musculaires. En fait, nos muscles ont des réserves insoupçonnées. Il suffit de mettre un électrostimulateur, comme j'en parle dans le guide de l'électrostimulation, pareil sur mon site rudicoya.com, pour se rendre compte que si on met un électrostimulateur après avoir fait une série à l'échec, notre muscle est comme neuf. Alors, il y a plusieurs choses qui expliquent cela. C'est d'une part, on n'arrive pas à recruter toutes nos fibres en même temps, même si on progresse régulièrement. Et d'autre part, c'est qu'avec l'électrostimulateur, on va solliciter des fibres qui sont différentes. On sait que, par exemple, les fibres lentes sont plus à l'intérieur du muscle, et plus on va se rapprocher de la superficie, plus ça va être des fibres rapides, celles qui sont moins facilement utilisables. Un électrostimulateur permet de changer un peu l'ordre du recrutement musculaire, du recrutement des fibres musculaires, ce qu'on appelle le principe d'Henman. Il y a d'autres façons de faire, mais ce n'est pas le but de l'article non plus et de cette vidéo. Mais en tout cas, on se rend compte que nos muscles ne sont pas le facteur limitant. En ce sens, comme on n'est pas capable d'aller vraiment, de réduire ce déficit de force, comme l'a nommé Zatiorsky, entre notre vraie force et ce qu'on exprime, finalement, on va compenser par plus de volume. Et c'est comme ça que j'en arrive à ces 6 à 10 séries par groupe musculaire en moyenne. Ça ne veut pas dire que si tu en fais 4, tu ne prends pas de muscle, ou si tu en fais 12, tu ne prends pas de muscle. Encore une fois, comme je disais, moins tu es doué, plus tu vas devoir en faire. Souvent, tu as un déficit de force qui est beaucoup plus important. Mais on voit que, comme on ne peut pas aller à l'échec, et que l'échec est essentiellement nerveux, et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment solliciter nos muscles avec les 3 facteurs d'hypertrophie dont j'ai parlé. Mais en fait, la multitude de séries va nous aider. Au début des années 2000, il y avait pas mal d'études aussi pour reprendre un peu cette théorie de Mike Menzer, qui a dérivé après la fin de sa carrière, parce qu'il faisait 6 à 10 séries par muscle durant sa carrière, comme Jean Texier l'explique via l'interview que Mike avait donnée à Jean dans le tome 5 du guide pratique du bodybuilding. Donc il y a eu des études au début des années 2000 pour dire, voilà, est-ce qu'une série vaut 3 ou 4 séries par exercice? Et en fait, on s'est rendu compte que avec une série, on pouvait atteindre, je caricature aussi, vous ne m'en voudrez pas, peut-être 90% des effets de l'entraînement. Et que rajouter une deuxième série rajoutait 5%, une troisième rajoutait 3%, et une quatrième 2%. Je caricature, c'est pas aussi simple que ça. Et il y a eu beaucoup d'études, donc aucune ne dit les mêmes pourcentages. Mais c'est à peu près ça. Et donc, en ce sens que une série,
On se dit entre 1 et 3 ou 4 séries, il n'y a pas tant de différence que ça, est-ce que ça vaut le coup que j'en fasse plus? Mais quand on sait que la progression naturellement est très compliquée et très lente, et que finalement c'est une affaire de petits pourcentages, c'est comme ça que se justifie l'ajout de séries en plus, l'ajout d'un volume supplémentaire. Bien sûr, c'est pas proportionnel, c'est pas plus j'en rajoute, plus c'est efficace. Il y a un moment, ça va s'arrêter. Et la bonne moyenne, qu'on s'est rendu compte d'expérience sur le terrain, c'est 3 à 4 séries par exercice. Bien sûr, d'autres techniques peuvent être utilisées, comme les EMOM en musculation, ou les cycles qu'on appelait les cycles allemands, les 10x5, 10x4, 10x3, qui sont moins dans une optique hypertrophie et plus dans une optique force, même si ça n'empêche pas de prendre du muscle aussi, mais pas de la manière la plus efficace. Mais ça permet de reconsidérer un peu l'entraînement où, oui, je peux forcer de plus en plus, et donc je vais tolérer moins de volume, mais il y a un apprentissage dans le fait de forcer, il y a un apprentissage qui se fait petit à petit, et ça ne se fait que très très progressivement. Et à ma connaissance, je ne sais pas si ça peut se mesurer, mais il n'y a personne qui a réussi à réduire son déficit de force à 0. D'où le fait d'avoir quand même un volume d'entraînement suffisant. À partir de là, se pose également la question des temps de récupération entre les séries. Combien de temps je prends? Quand je donne des cours aux futurs coachs, en CQP, en BPGEPS ou en DEGEPS, et que je pose la question, la plupart des gens me disent je prends 1 minute ou 1 minute 30 de récupération entre les séries. Or, ce qui nous intéresse quand on fait un effort pour l'hypertrophie, c'est que nos muscles soient le principal facteur limitant. Quand je fais un effort, il y a plein de systèmes qui sont en jeu. Il y a mon système nerveux, donc il y a forcément mes muscles. Il y a mon système énergétique, il y a mon système cardiovasculaire, mon système cardio-respiratoire, il y a ma psychologie, il y a ma capacité à me remettre dedans. J'en oublie certainement. Or, quand je prends 1 minute 30, en fait, c'est un compromis entre tout. C'est un compromis sur ma capacité à reconstituer de l'ATP après une série intense. C'est mon système énergétique. Si je fais une série de 20 à la presse à cuisse, même si c'est pas aussi demandant cardiovasculairement qu'une série de squats, je suis essoufflé. Et donc, système cardio-respiratoire, système cardiovasculaire. Donc forcément, ils vont devenir limitants, un peu comme le nombre de répétitions dont on parlait à l'instant, sur ma capacité à refaire des séries intenses. Or, ce qu'on remarque, c'est que plus je vais forcer, plus je vais devoir prendre de temps de récupération entre les séries pour ne pas être impacté par ma capacité à reconstituer de l'ATP, dans les mitochondries, mon système énergétique, dans ma capacité à ne pas en faire un effort cardiovasculaire et cardio-respiratoire. On va reparler de l'impact du cardio un peu plus tard. Et donc, je veux augmenter progressivement les temps de récupération. C'est d'ailleurs une des limites de la plupart des personnes qui s'entraînent, c'est à un moment le temps alloué à l'entraînement. Parce qu'il n'y a pas vraiment de limite au temps qu'on peut prendre entre chaque série, si ce n'est le temps qu'on a pour s'entraîner. Et en même temps, comme je le disais précédemment, la capacité qu'on a à faire suffisamment de volume pour aller chercher ces quelques pourcents de progression en plus. Si je prends, je prends un exemple à la con, mais je fais une série, je prends 15 minutes de récup, et finalement je vais faire 4 séries en 1 heure et j'ai 1h15 pour m'entraîner, pour la plupart des gens, ça ne va pas être suffisant pour prendre du muscle. Ça va être trop léger parce que ma capacité à forcer, mon déficit de force, n'est pas assez réduit pour pouvoir avoir été assez loin dans l'effort pour générer vraiment une adaptation. C'est pour ça qu'en général, on prend des temps de récupération plus réduits. D'expérience aussi, j'ai pu remarquer, et ce qui va à l'encontre de plein de choses, c'est que, comme je disais, plus je force, plus j'ai besoin de récupération. Or, on associe souvent les séries longues à des efforts peu intenses qui demandent peu de récupération. Or, c'est pas du tout ça. Plus la série est longue et plus je force, plus l'impact énergétique, cardiovasculaire, cardio-respiratoire est important et plus je vais devoir prendre de temps de récupération. À l'inverse d'une série courte, où je fais par exemple une série de 6, qui va être beaucoup moins impactante sur ces 3 facteurs-là. Beaucoup moins, parce qu'il n'y aura pas la congestion, il n'y aura pas la brûlure, il n'y aura pas l'acidité, il y aura moins de lactate à recycler, à réutiliser. Et en ce sens, plus l'effort est long et intense, plus j'ai besoin de récupération en fonction de ce que je souhaite développer. Et là, pour le coup, l'hypertrophie. En moyenne, je suis arrivé à dire que entre 2, 3, je fais vraiment monter à 4 minutes, parce que ça dépend du temps que chacun a à disposition, mais ce sont des bonnes moyennes, alors que l'1 minute 30 est une sorte de gros compromis qui sollicite un peu tout. C'est pas gênant, mais il faut avoir conscience que nos temps de récupération vont déterminer ce qu'on va solliciter le plus. À partir de là, ce 1 minute 30 n'a pas trop de sens si on veut surtout solliciter nos muscles et être dans un état presque optimal à chaque série en fonction de la stratégie qu'on va utiliser. À partir de là, et je reviens sur la stratégie, les cycles de progression. Les cycles de progression, c'est la dernière étape de ces différents facteurs, c'est comment programmer ma progression à chaque séance. C'est quelque chose qui fait bondir plein de personnes qui comptent un peu sur la chance pour progresser. Elles font un effort, elles font une séance, et elles attendent que les progrès arrivent. Et pour certains, ça fonctionne. Pour certains,
Ils font leur séance pec, ils finissent rincés, et puis la fois d'après, ils arrivent et ils sont meilleurs. Et au fil des séances, ils sont meilleurs, et au fil des mois, ils sont meilleurs, et ils prennent du muscle et ça marche. Personnellement, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Pendant des années, j'ai eu des fois les mêmes perfs. J'aimais bien forcer, par exemple, au curl incliné, et pendant des années, je faisais autour de 10 répétitions à 20 kg au curl incliné, et j'avais pas plus de bras, j'avais toujours les mêmes bras, et parce que je pensais que plus on forçait, plus on progressait. Bon, par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, on voit bien que c'est pas ça. C'est si je brusque en plus mon corps sans arrêt, en allant à l'échec, à l'échec, à l'échec, en le mettant en échec, en fait, je fais pas équipe avec lui, et les adaptations vont moins se faire. Je pense qu'avec le temps, qu'il faut faire équipe avec son corps plutôt que l'inverse, si on veut progresser sur le moyen long terme et vraiment se transformer physiquement. Tout ça pour dire que si la progression, c'est programmer sa progression, et c'est ainsi dire par rapport à ce que j'ai fait dans la séance. Je prends un exemple, j'ai fait mon développé couché, j'ai fait 3 fois 10 60 kg, avec 2 minutes de récupération. Je détermine une note subjective que j'appelle RPE, qui est très utilisée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, RPE vs RIR, parce que ça n'a pas trop de sens pour la majorité. Mais je vais dire qu'il me reste 2 ou 3 répétitions en réserve, donc je vais être RPE 7, et ça va me permettre de me dire qu'à la prochaine séance, je vais peut-être programmer 3 x 10 à 61 kg, ou 3 x 10 à 62, ou une série de 11 et 2 séries de 10 à 60, ou 3 séries de 11. Il y a plein de stratégies différentes qui existent. Je ne vais pas faire une vidéo complète sur les cycles de progression, il m'a fallu 22 vidéos pour tout expliquer sur la formation super physique. Si y en a que ça intéresse, qui n'hésitent pas à me contacter, je verrai ce que je peux faire pour vous par rapport à ce contenu que aujourd'hui je ne propose plus, mais que je peux peut-être débloquer s'il y en a qui sont intéressés. Mais en tout cas, il faut programmer sa progression. Bien sûr, il y a des variations de forme. On est aujourd'hui dans cette société, en fonction de ce que vous avez fait, du stress que vous avez eu, des contraintes que vous avez eues. Vous pouvez arriver et ne pas être en forme à la séance. Mais rappelez-vous que plus votre niveau est bas, normalement, je dis bien normalement, plus vous avez de marge de progrès. Et c'est en ce sens que pour la majorité des gens qui s'entraînent, programmer sa progression va permettre de vraiment progresser sur le moyen et long terme. J'ai déjà eu des exemples dans les coachings que je propose à distance de personnes que je fais passer de 10 à 60 à 10 à 100 dans l'année. Alors bien sûr, ça c'est une exception, mais passer de 10 à 60 à 10 à 75 dans l'année, ça se fait. Et l'année d'après, 10 à 85. Et l'année d'après, peut-être 10 à 90, parce que ça ralentit en fonction de son potentiel. Mais si vous n'avez pas de méthodologie, de méthode pour programmer vos progressions et que vous attendez que ça monte, ça ne va jamais monter. Ça ne va jamais devenir facile. Et c'est pour ça que c'est important, si vous souhaitez l'hypertrophie, comme on disait, c'est le dernier facteur un peu des 3 facteurs corrélés à la tension mécanique et au stress métabolique, de vraiment programmer cette progression, des cycles de progression. Si je ne le fais pas, alors ça se fait en tenant un cahier d'entraînement, en utilisant l'application SP Training, en me prenant comme coach, en prenant des coachs qui sont formés au cycle de progression, parce que si j'attends que les progrès arrivent, les progrès n'arrivent jamais. Et c'est peut-être même ça le plus important de tous les facteurs, c'est si j'ai pas de stratégie de progression, de méthode de progression, en fait, je peux attendre indéfiniment qu'il se passe quelque chose, et c'est comme ça que je vois plein d'individus qui me contactent et qui me disent ça fait 10 ans que je m'entraîne, et qui n'ont pas du tout le physique en adéquation avec ce qu'ils font, qui n'ont pas non plus les performances en adéquation avec l'investissement qu'ils ont l'impression de mettre, parce que sans méthodologie, sans programmer sa progression, sans la forcer, si on attend juste que ça se passe, en fait, il se passe rien pour la majorité d'entre nous. Dans cette façon de voir l'entraînement, il faut aussi avoir en tête qu'avec les cycles de progression, on va avoir des semaines qui sont faciles. Je l'appelle des semaines de recyclage. Je vais prendre un exemple. Je fais du curl incliné ou du curl au pupitre dans une fourchette de répétition de 10 à 20 répétitions. Et forcément, les premières semaines, je vais faire des séries de 10, puis ensuite des séries de 11, de 12, de 13. La vitesse de progression va se réguler par rapport au RPE, par rapport à la difficulté, par rapport à ce que vous pensez capable de faire à la séance suivante. Donc en ce sens, il y aura des semaines qui sont très faciles, mais elles sont très importantes parce que ces semaines vont nous permettre, de retravailler techniquement, de nous réappliquer sur l'amplitude, qu'on va souvent avoir tendance à dégrader. Et donc ça va vraiment nous permettre ensuite d'être prêt, d'être dans une logique en plus psychologique de renforcement positif, de motivation, pour réussir les semaines qui vont être difficiles, à partir en général de 16, 17, 18, 19, 20 répétitions. 19 et 20 répétitions étant très dures. Mais c'est important d'avoir ces semaines faciles, d'une part pour récupérer, parce qu'on ne peut pas être en forme toute l'année, on ne peut pas forcer toute l'année, on ne peut pas être à fond. C'est pour ça que ça s'appelle aussi des cycles. Certains diront que les cycles ont été inventés par des gens qui se dopent. Je mets au défi n'importe qui m'écoute d'être en forme toute l'année. J'en connais pas. Personne n'est au top toute l'année. Et c'est pour ça qu'on cycle son entraînement, met en place des priorités. Et c'est pour ça aussi que dans le cycle de progression, on va démarrer en général assez bas et monter progressivement l'intensité. Et comme on voit chaque séance imbriquée les unes dans les autres, en fait, c'est pas du temps de perdu. C'est même du temps de gagner. Plutôt que de voir les séances
unique, où il faut se dépouiller et où on compte sur la chance pour progresser, ce qui peut encore une fois fonctionner pour certains. Mais de mon expérience, sur les milliers de personnes que j'ai pu voir, s'entraîner, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça en général qu'elles font appel à mes services de coach. Arrivons maintenant à la question qui fâche. Combien de temps pour se transformer? Je le sais, plus que jamais, le net regorge d'escrocs qui nous proposent, qui nous vendent des promesses, des mensonges, qui vous mettent en avant des transformations sur 6 semaines, 9 semaines, 12 semaines. J'étais le premier à m'insurger en 2012 de mémoire, quand les premiers programmes sont apparus sur le net, sur 12 semaines, où ta mère ne te reconnaîtra pas, pour ceux qui ont les refs. C'était un argument de vente. Parce qu'en fait, pour la majorité d'entre nous, la progression elle se fait que sur le moyen et long terme. Comme je le montre sur la vidéo d'évolution sur la chaîne YouTube, que vous pouvez retrouver en tapant Rudy Koya Évolution, ou qui est directement dans le premier lien dans la description ou dans l'article, plus détaillé que cette vidéo encore, si vous êtes vraiment motivé à aller encore plus loin. En fait, il faut des années et des années. C'est la fameuse règle de Malcolm Gladwell, dans son livre Outliers, 10 000 heures. Bien sûr, c'est pas aussi simple que ça. Il y a plein de facteurs à prendre en considération, notamment le fait de faire ces activités, ce nombre d'heures de manière un peu consciente, en cherchant toujours à s'améliorer, en essayant de progresser, en faisant pas les choses de manière automatique et en étant à penser aux courses qu'on va faire. Mais il n'empêche que c'est toujours beaucoup plus long que ce qu'on pense. Dans la vie, il n'y a rien qui se fait très rapidement. Vous le savez aussi bien que moi, peut-être même plus. Vous avez un projet, une idée, vous dites « Ah bah ça va être rapide » et ça prend toujours plus de temps. Moi, quand j'écris un article, je me dis « Ah bah c'est bon, dans la journée c'est fini » et en fait, il prend 2 semaines à écrire. Je veux faire un podcast, on dit « Bah c'est juste l'enregistrement », mais il y a toute la préparation avant. Il y a cette vidéo, on se dit « Bah voilà, en 30-40 minutes, elle est filmée ». Pas du tout. Il y a le montage, il y a tout le script avant, il y a un boulot monstre dont on ne se rend pas compte quand on n'en a jamais fait. La musculation et la transformation physique, c'est pareil. En fait, je pense même qu'on peut toujours se transformer. On entend parfois parler de limites naturelles, de limites, voilà, au bout d'X temps, je ne peux plus progresser. En fait, la limite, c'est plutôt le temps qu'on a à consacrer à sa transformation physique. Bien sûr, on va progresser chaque année. On débute, première année, on progresse bien, deuxième année, on progresse encore bien, troisième année, ça ralentit, et ça va aller de manière décroissante. On va progresser de moins en moins parce que notre marge de progrès ralentit. C'est comme ça que certains disent qu'au bout de 3 ans, on est à notre limite naturelle. J'ai jamais vu ça chez personne. J'ai surtout vu des gens qui, après 3 ans, parce qu'ils avaient un bon physique, disaient bah moi, je vais pas m'investir plus. L'investissement que je mets dans ma pratique, ça me suffit. Je fais 4 séances par semaine. Je suis pas prêt à me coucher plus tôt, à avoir un sommeil vraiment de qualité. Je suis pas prêt à avoir une alimentation irréprochable. J'aime bien aller bouffer avec mes potes 2-3 fois par semaine. J'aime bien sortir, tout ça. Et donc, forcément, c'est des petits pourcentages, un peu comme le nombre de séries, qui vont se répercuter sur la progression sur le long terme. Et c'est pour ça que plus je vais progresser, plus je dois m'impliquer pour continuer à progresser, et c'est là qu'est la vraie limite. Mais dans tous les cas, ça va toujours être beaucoup plus long que ce que vous pensez. Moi, personnellement, il m'a fallu au moins, je pense, 6-7 ans avant d'être bien, et encore 3-4 autres années pour vraiment être encore mieux. Et là où j'étais le mieux, c'était après 15 ans d'entraînement, au moment des photos du livre Guide musculation naturelle, et donc ça faisait déjà 15 ans que je m'entraînais. Et je me suis arrêté ensuite pour changer un peu d'activité de pan parce que j'avais pas envie, j'avais plus cette motivation de vouloir toujours plus en musculation et parce que mon physique me convenait largement. Donc tout ça pour dire que ça va prendre beaucoup plus de temps que les escrocs vous disent, mais en même temps c'est pas très grave parce que si vous faites de la musculation pour prendre du muscle, pour l'hypertrophie, parce que vous aimez vous entraîner, tout ça, en fait il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'exit comme on dirait, il n'y a pas d'arrêt. Il y a l'entraînement, j'aime m'entraîner. J'espère grâce à cette vidéo vous aider à tout bien reconsidérer étape par étape. Et normalement, après, vous êtes lancé sur un chemin qui n'a pas de fin en fait. Qui n'a de fin que quand vous dites je m'investis largement assez, j'ai pas envie de faire plus ou j'ai envie de changer d'activité, de priorisation, de priorité. Ce qui est entre guillemets la vie qui est qu'une histoire de cycle. Parlons maintenant du cardio pour l'hypertrophie. Alors pendant longtemps, j'ai parti, notamment dans mes jeunes années, de la team surtout pas de cardio. Où j'essayais de concentrer toute mon énergie à l'entraînement. Ou même aller marcher. Je me disais, bon, ta séance cuisse ce soir, peut-être qu'aller marcher, tu ferais mieux de reposer tes cuisses. Bien sûr, dans une optique d'hyper spécialisation, d'hyper progression, même si le mot hyper est un peu exagéré, ça peut peut-être se concevoir. Mais avec le recul, c'était une énorme erreur. En effet, comme on a parlé sur les différents composants de la cellule musculaire, il y a des facteurs qui ne sont pas amenés à se contracter. Les capillaires, c'est-à-dire les petites veines qui vont dans nos muscles, les mitochondries, ces éléments non contractiles, ils se développent par des efforts de longue durée.
par des efforts continus sur plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes. Or, si on ne les développe jamais, en fait, on va congestionner très rapidement. On va être non fonctionnel, pour faire plaisir. En même temps, les exercices cardiovasculaires vont impliquer des adaptations au niveau général. Pas qu'au niveau local, au niveau musculaire, mais également local. Notre cœur va ralentir, va expulser plus de sang à chaque battement, va être plus efficace. Or, la condition physique générale, ce développement du système cardiovasculaire et moi ce que j'appelle cardio-musculaire, ces éléments non correctifs au niveau local, vont nous permettre de mieux récupérer, aussi bien entre les séries qu'en dehors des séances. Entre les séries, parce qu'aucune reconstitution d'ATP ne peut se faire sans présence d'oxygène dans les mitochondries. C'est pas possible. Donc toute notre récupération intersérie se fait grâce au développement du système aérobie, du système oxydatif, comme on dirait aujourd'hui, et comme on en a parlé dans le guide ultime de l'endurance, se fait que par rapport à ça. Si j'ai pas de conditions physiques de manière globale, cardiovasculaire et cardio-musculaire, je vais moins bien récupérer. Et entre les séances, c'est ce qui fait que parfois vous faites une séance, c'est pas de développement cardiovasculaire, et vous dites, je comprends pas, je suis crevé de ma séance de musculation. Alors bien sûr, après une grosse séance cuisse, ça peut très bien se concevoir, mais après une grosse séance pec, c'est pas normal. C'est pas normal d'être rincé. Alors nerveusement, bien sûr, parce que l'effort est très nerveux. Si on force et qu'on a beaucoup d'années d'expérience, on arrive de plus en plus à réduire son déficit de force et aller de plus en plus loin dans l'effort. Mais il n'empêche que c'est une énorme erreur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je conseille plutôt que de rajouter des séances, si on s'entraîne déjà 3-4 fois par semaine de musculation, plutôt de rajouter des séances de cardio à basse intensité. Comme on n'a qu'un objectif, si c'est l'hypertrophie, d'essayer de maximiser ses entraînements, les résultats de ses efforts, à l'entraînement pour prendre plus de muscles, on a intérêt à développer son système cardiovasculaire. Pour ce faire, des séances à basse intensité, c'est-à-dire en respiration nasale ou en parlant en même temps pour être cool, sont largement suffisantes. Des séances si vous débutez complètement, ça peut même être des séances de 10 minutes, mais des séances de 10, 15, 20 minutes, 25, 30 minutes, 2 fois par semaine, sont largement suffisantes. En variant en plus les modalités, vous n'êtes pas obligé de faire tout le temps du vélo, tout le temps du rameur, tout le temps du skieur, tout le temps de la course à pied ou autre. Comme vous n'avez pas l'objectif de performance sur ces exercices, le fait de varier les modalités a du sens. Bien sûr, ça s'entend, parce qu'à côté, vous êtes déjà particulièrement actif et vous faites un certain nombre de pas. On en parle souvent dans les podcasts super physiques, mais marcher 10 000 pas, c'est un chiffre aussi arbitraire, évidemment, mais c'est le prérequis. On ne va pas se mettre à faire 2 séances de 30 minutes de cardio, de course à pied, du jour au lendemain, si on n'a déjà pas l'occasion de marcher, de bouger. C'est déjà ça la base. Marcher. Et ensuite seulement, je vais intégrer du cardio. Et comme je m'en suis rendu compte, quand j'ai commencé à l'intégrer, et encore plus aujourd'hui où je suis plus axé, on va dire, sur le cardio, sur le développement cardiovasculaire, cardio-musculaire, en fait, vous allez sentir des gros gains en termes de progrès en récupération, entre les séries, entre les séances, et même en termes de confort dans la vie de tous les jours, en étant moins essoufflé, au moindre effort, ce qui finalement montre que quand on se spécialise en plus trop sur la musculation, c'est d'ailleurs ce qui s'était passé quand j'avais été voir Mister Olympia à Las Vegas, à l'Orleans, où j'étais au même hôtel que les pros, où en fait, dans les magazines, ils semblaient en super forme, c'était incroyable, on lisait, ils avaient une condition exceptionnelle, tout ça, et en vrai, ils avaient du mal à marcher, ils étaient essoufflés pour un rien, les escaliers, ils prenaient pas les escaliers. Je me souviens d'une anecdote de Jay Cutler qui a essayé de nager, donc c'était dans les Flex Magazine où on avait les infos, le net n'était pas très développé avec 6 mois de retard, où il a voulu nager, en fait il coulait, il avait trop de muscles, il n'avait pas la condition pour nager. Tout ça pour dire que rajouter du cardio dans son entraînement, même s'il y a des interférences, mais elles se font plutôt avec des efforts à haute intensité. Si vous faites des efforts à basse intensité, il n'y aura pas d'interférence, il n'y aura plutôt que des effets positifs, à condition encore une fois de ne pas se prendre pour Pogacar ou Richard Virenque, pour ceux qui ont la ref, et d'en faire trop. Mais à raison de 2 séances par semaine tranquilles, qui peuvent être faites soit sur vos jours de repos, soit en fin de séance si vraiment vous n'avez pas le choix, ce sera mieux que rien. Et là, ça a du sens pour mieux progresser en termes de prise de muscle sur le moyen et long terme. On ne peut pas parler d'hypertrophie sans parler d'alimentation. C'est pas possible. L'hypertrophie, c'est associé à la prise de masse, au fait de prendre des kilos sur la balance. Alors bien sûr, avec le recul, je vous dirais que tout le monde ne doit pas prendre de poids. Tout le monde ne doit pas se lancer dans une prise de masse. C'est d'ailleurs tout le sujet de mon livre, le guide de la prise de masse au naturel, que vous pouvez retrouver sur rudykoya.com. Mais il n'empêche que si vous êtes en déficit calorique, que vous mangez moins que vos besoins, ça va être très compliqué de prendre du muscle. Sauf si vous débutez. Si vous débutez, perdre du gras et prendre du muscle en même temps se fait très simplement. À force de progresser à l'entraînement, par rapport à la méthodologie qu'on a vue précédemment, ça va bien se faire. Par contre, toutes les calories ne se valent pas.
Je sais que certains ont envie d'y croire, certains aiment se raconter que c'est qu'une histoire de macro, de répartition de protéines, de glucides et de lipides, qu'une quantité de ces nutriments, mais ce n'est pas le cas. Sinon, il suffirait de s'alimenter au fast-food, je ne vais pas citer de marque, j'allais citer une marque, mais s'alimenter au fast-food, de manger des pizzas tous les jours, et d'avoir ces apports caloriques nécessaires, qu'on aurait calculés précédemment, ces bonnes quantités de protéines, glucides et lipides, et tout irait bien. Or, la malbouffe a un impact sur la sécrétion de différentes hormones, et donc sur notre composition corporelle. C'était la mode il y a plus de 10 ans, on avait fait une vidéo sur la chaîne sur l'IFYM, ici de suite sur macro, et en fait, c'est pas du tout ça. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise pour se rassurer, pour se dire que bah non, mais je peux manger des bonbons, ça rentre dedans, tout va bien. Les bonbons, ça n'a pas que des effets positifs, c'est des effets négatifs. Et ce n'est pas parce qu'on a un bon physique en mangeant n'importe quoi que tout va bien. On peut très bien avoir un bon physique parce que le corps humain est très résilient, il met des années à développer des maladies, et avoir l'intérieur tout pourri. Ça, on ne se rend pas compte que l'extérieur n'est pas forcément le reflet de l'intérieur. Or, si je suis fier, je mets un petit taquet, c'est voulu, de manger n'importe quoi et d'être bien physiquement, il n'y a aucune fierté à être en train de se détruire de l'intérieur. Aucune. En ce sens, si je veux bien progresser, puisque c'est sur le moyen et long terme, j'ai intérêt à adopter une alimentation saine. Une alimentation saine, qu'est-ce que c'est? C'est des aliments le moins transformés possible, voire pas transformés, de saison, idéalement de proximité. Bien sûr, sur le papier, on se rend compte que c'est facile, mais en vrai, je le sais aussi bien que vous, c'est assez difficile. Et c'est surtout respecter une certaine, on va dire, un certain équilibre. On sait que pour l'hypertrophie, il faut prendre à peu près entre 1,6 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Encore une fois, c'est une moyenne. Si vous êtes à 1,4 ou à 2,4, on s'en fout. On sait qu'il faut à peu près 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Pareil, c'est une moyenne, ça peut être 0,8, ça peut être un 2, ça peut être un 4, peu importe. Et qu'on va réguler le reste à partir des glucides. Glucides qu'on va choisir par rapport notamment à l'index glycémique qu'ils vont impliquer. Comment vont-ils faire monter la glycémie et l'insuline en réaction? Si je ne prends que des glucides à fort index glycémique, même s'ils sont avec des lipides et des protéines, à un moment, je vais perdre, comme je disais tout à l'heure, on est un ensemble de récepteurs, en sensibilité à l'insuline. Notre pancréas va se mettre à déconner, je vais sécréter trop d'insuline, et on sait comment ça finit en diabète tout ça. Alors bien sûr, certains se marrent, ils vont dire mais n'importe quoi tout ça, ça n'arrive qu'aux autres. On sait très bien que tous les excès finissent par se payer à un moment. Ces quantités de glucides vis-à-vis des lipides, aujourd'hui, de plus en plus via la médecine fonctionnelle, on peut s'apercevoir qu'on a des différences entre individus. On teste, pour ceux qui sont intéressés, ce qu'on appelle les gènes ApoE, et en fonction de l'expression de ce gène, de ces différentes variations, en fait, on va être plus ou moins adapté à la consommation de glucides ou de lipides. Personnellement, j'ai remarqué que plus les années passaient, malheureusement, et moins je tolérais les hautes doses de glucides, et que la phrase « il faut mériter ses glucides » n'a jamais été aussi vraie. J'ose pas imaginer dans quelques années, mais ce sera sans doute encore pire, dans le sens où, si on revient à ce que je disais précédemment, si vous faites pas de cardio, vous marchez pas beaucoup, vous faites que la musculation, qui est une activité qui est assez confortable, puisqu'on est souvent assis ou allongé, ben vos dépenses caloriques sont assez faibles, et donc votre consommation glucidique va être restreinte. Mais à partir de là, pour l'hypertrophie, idéalement être en léger surplus calorique, sauf si vous êtes déjà très gras ou trop gras, vous êtes loin de votre taux de gras idéal. Surtout pas être en maintenance ou en déficit, surtout en déficit, sauf voilà, si vous souhaitez perdre du poids en même temps et que vous débutez. Privilégiez les aliments sains, une répartition classique pour débuter, qui va être amenée à être personnalisée en fonction de ce qui se passe. Pareil, une bonne alimentation pour la prise de masse, pour l'hypertrophie, une alimentation qui évolue. C'est pas j'achète une diète à Toto, il me fait une diète et puis je la suis pendant 6 mois. Une diète, ça s'évolue. Chaque semaine, en fonction de notre pesée, de comment ça s'est passé, des écarts qu'on a pu faire, on va la réguler à la hausse, à la baisse. Alors parfois, on n'a pas besoin de la réguler pendant plusieurs semaines parce que tout va bien. Mais une diète comme un programme d'entraînement, c'est quelque chose qui évolue. Si on prend pour acquis et on se dit voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse pour la prise de masse, c'est pas du tout comme ça que ça marche. On doit la réguler pour ne pas en plus prendre trop de gras et se porcifier. Moi, je viens d'une époque où les bodybuilders professionnels, on les voyait hors saison, les Ronnie Coleman, les Lee Priest, même les Lee Haney précédemment, même Dorian Yates, où les mecs hors saison mangeaient vraiment beaucoup, se relâchaient et on disait qu'ils se porcifiaient quoi. Or, on sait que si on se porcifie, qu'on a beaucoup de cellules graisseuses après, celles-ci ne meurent pas vraiment et comme toutes les cellules de notre corps vont sécréter des substances, des hormones qui vont au moindre excès calorique appeler au remplissage. Vous le savez, aucune cellule, rien dans ce monde ne tolère le vide. Le vide, c'est fait pour être rempli.
et pour nos cellules graisseuses qui sont là, qui sont pas mortes, qu'on a créées peut-être parce qu'on a trop mangé, qu'on était plus gras auparavant, qu'on s'est porcifié parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire une prise de masse et prendre 20 kilos, en fait, elles demandent à chaque fois à se remplir et elles sont en quelque sorte prioritaires sur notre prise de muscle et la construction musculaire. C'est pourquoi manger pour l'hypertrophie, c'est pas si compliqué que ça si on fait abstraction de toutes les conneries qu'on peut lire à droite et à gauche, comme quoi ce serait des raccourcis, comme quoi ce serait facile, en mangeant n'importe quoi. J'allais oublier, quant au nombre de repas, celui-ci va dépendre de votre organisation de la journée. Si vous avez un travail classique, vous allez prendre un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner, peut-être une collation l'après-midi. Voilà comment ça va s'organiser. Si vous mangez le matin à 6 h et vous mangez qu'à midi, peut-être qu'une collation le matin peut s'envisager. Bref, j'ai essayé de ne pas faire trop dans cette partie qui était plutôt consacrée, cette vidéo qui est plutôt consacrée à l'entraînement. S'il y en a qui s'intéressent, encore une fois, tout est dans le guide de la prise de masse au naturel, mon livre sur le sujet que vous pouvez retrouver sur le site. Enfin, les compléments alimentaires pour l'hypertrophie. Je viens d'une époque où les compléments alimentaires étaient vraiment apparentés à du dopage, où quand on prenait des compléments alimentaires, c'était pas normal. Ça se prenait pas, c'était mal vu. Aujourd'hui, tout le monde prend des compléments alimentaires. C'est devenu en vogue, c'est devenu la norme, à tel point qu'il y a presque des marques de compléments alimentaires qui sortent tous les jours. Si vous ne le savez pas, j'ai ma propre marque de compléments alimentaires que j'ai depuis presque 10 ans, superphysique-nutrition.fr, sur laquelle je propose des compléments alimentaires surtout destinés à améliorer la santé. Je dis bien la santé, parce que la base, avant toute chose, c'est d'être en bonne santé. J'en parlais à l'instant, si on mange n'importe quoi, on n'est pas en bonne santé. On peut croire qu'on est en bonne santé, mais si on faisait des vraies analyses poussées, on se rendrait compte qu'on est en train de se détruire. On se rendrait compte qu'il y a des marqueurs qui ne vont pas bien et qui vont impliquer potentiellement à terme des problèmes de santé, ce que je ne souhaite évidemment à personne. Or, c'est pour ça que sur les compléments alimentaires, ce que je recommande principalement, c'est les compléments pour la santé. C'est prendre par exemple des oméga 3 en gélules, c'est de prendre du collagène, c'est de prendre de la vitamine D, notamment si on est en hiver et qu'on ne prend pas beaucoup le soleil. Même en été, si vous n'aimez pas vous exposer au soleil, c'est de prendre de la créatine, bien que son rôle dans la reconstitution de l'ATP ait un sens, c'est surtout pour ses effets sur la santé, sur nos facultés cognitives, sur l'oxygénation musculaire, ainsi qu'un multivitamine. Ça, pour moi, ce sont les 5 basiques à prendre avant de se tourner vers d'autres compléments. Je sais que les boosters, comme je peux le voir des fois dans les cours, encore une fois que je donne aux futurs coachs, on la cote. Je viens d'un monde, je crois de l'année 2010, où la mode c'était le Eno Explode de BSN, parce que BSN sponsorisait Coleman, et tout le monde prenait ça. Or, quand on lisait la composition, on se rendait compte que c'était n'importe quoi. Il n'y avait rien qui allait. Pour se prémunir justement de tout ce n'importe quoi, de ces boosters qui n'ont ni queue ni tête, de ces compléments escroqueries, vraiment, qui surfent sur une hype qui n'est pas justifiée, il suffit de regarder les ingrédients. Or, des bons compléments, qu'est-ce que c'est? C'est des compléments qui n'ont pas 15 000 ingrédients. C'est des compléments qui ont 1 ingrédient, 2 ingrédients, 3 ingrédients, et où chaque ingrédient est un composant actif qui a un effet bien précis. Si je prends de la créatine, il doit y avoir de la créatine et c'est tout. De la créatine monohydrate en plus, si c'est une autre forme, fuyez. Si je prends un booster, on sait très bien ce qu'il doit y avoir dedans. Il doit y avoir un peu de bêta-alanine, il doit y avoir un peu de citrulline, un peu d'arginine, et pourquoi pas un peu de caféine ou de guarana. Ça s'arrête là. Le reste n'a pas trop de sens. Bref, dans l'industrie des compléments alimentaires, c'est assez facile de s'y retrouver. Il faut lire les compositions. Il faut regarder ce qu'on achète plutôt que d'acheter parce qu'un tel nous a conseillé et de prendre n'importe quoi. Et c'est seulement une fois qu'on a pris ces compléments santé qui vont nous aider donc à mieux récupérer, à prendre du muscle de manière indirecte sur le moyen et long terme, qu'on peut s'intéresser aux compléments alimentaires plus musculation, comme les protéines en poudre, dont le principal objectif et avantage, c'est que ça nous revient moins cher que de manger et c'est pratique si on doit prendre des collations entre les repas et qu'on est au travail. Ça se fait en plus de manière un peu rapide, même si la rapidité n'est pas forcément un avantage en termes de digestion et de santé. Qu'on peut prendre des glucides en poudre pendant l'entraînement, si par exemple on entraîne très longtemps, notamment avec des efforts plus typés endurance. Sait-on jamais que vous fassiez beaucoup de cardio à l'avenir après ce guide ultime, ou que vous changiez d'objectif. De prendre des BCA, pareil, pour lutter contre la fatigue cérébrale pendant la séance, si vous faites des grosses séances qui sont relativement longues, qui dépassent 1 h, 1 h 15. Mais la priorité, c'est vraiment ces compléments alimentaires santé. Donc je récapitule pour moi dans l'ordre, ce serait oméga 3, collagène. Donc collagène, même il n'y a pas vraiment de débat, mais il y en a qui vont dire que ça ne s'assimile pas, parce qu'ils ne regardent pas que c'est sous forme de peptides et donc c'est déjà prédigéré, ça s'assimile bien. Vitamine D, créatine et multivitamine, pour moi c'est un peu les essentiels, si vous devez aller dans l'ordre, et seulement après les compléments muscu, en évitant, c'est-à-dire au maximum les boosters, qui n'ont aucun sens. Un bon café fera autant d'effet
si ce n'est plus. Et si vous souhaitez encore acheter des choses, gardez votre argent, ce sera beaucoup mieux. Ceux qui s'intéressent, je le rappelle, il y a tout ça qui est disponible sur superphysique-nutrition.fr. Et comme c'est des compléments que je prends, a priori, je ne cherche pas à m'empoisonner, je cherche plutôt la santé. Donc j'imagine que vous pouvez me faire confiance. En tout cas, je l'espère fortement. Nous voici arrivés au bout de ce guide ultime de l'hypertrophie. Et j'ai essayé d'être le plus clair possible et de vulgariser, de résumer au mieux ce que je pense être ce qu'il faut faire pour prendre du muscle aujourd'hui. Vous pouvez retrouver dans le premier lien dans la description, donc qui est l'article guide ultime de l'hypertrophie, des exemples d'entraînement, de programme d'entraînement et d'alimentation en rapport avec tout ce que je vous ai expliqué. N'hésitez pas également à aller le consulter parce que la vidéo était assez longue et si vous n'avez pas pris de notes, vous avez sans doute oublié une bonne partie de celle-ci. Tout est dans l'article que vous pouvez lire en plusieurs fois avec un sommaire un peu interactif, tout ça. Si jamais il vous restait des questions par rapport à tout ce que j'ai pu expliquer, tout ce que j'ai pu vous dire, vous faites des précisions ou partagez votre expérience, c'est toujours utile de s'enrichir de l'expérience des autres. N'hésitez pas dans la partie commentaires, directement sous la vidéo, je lis tout et j'essaierai de vous répondre au mieux, voire de faire une vidéo réponse, une deuxième partie, sait-on jamais, ou d'y répondre en podcast Superphysique. Et enfin, comme je disais en introduction, si vous souhaitez ne pas louper les prochains guides ultimes, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à vous abonner à ma newsletter, rudicoya.com/newsletter, dans laquelle en plus, je vous offre ma formation gratuite pour aller encore plus loin sur la prise de muscle sans dopage avec mes meilleurs conseils qui vont encore plus loin que cette vidéo. Donc c'est vraiment réservé aux pratiquants qui sont très motivés et passionnés. Sinon, cette vidéo devrait largement vous suffire et la newsletter ne vous servira que pour ne pas louper les prochains articles qui normalement seront également faits en vidéo, mais ce n'est pas encore sûr. Bref, je vous laisse là-dessus en espérant vous avoir aidé à y voir un peu plus clair et à mieux progresser. À bientôt.